Bonjour tout le monde, bienvenue à la formation gratuite qui s'appelle Création d'un sol vivant pour le bien-être de votre potager et de votre santé. On a appelé ça comme ça en fait parce qu'actuellement, il y a certains de nos nutriments qui se retrouvent jusqu'à 70% de moins dans nos fruits et légumes qu'on achète en épicerie. Et l'une des raisons en fait, c'est notre méthode d'agriculture qui appauvrit nos sols d'année en année. Donc, l'objectif de la formation, c'est pour tous ceux qui jardinent à la maison et qui font un jardin, d'amener la conception de c'est quoi un sol vivant et de comprendre pourquoi on fait les choses. Comprendre pourquoi on fait les choses, ça nécessite de comprendre comment ça fonctionne un sol vivant. C'est quoi le réseau de base de vie dans le sol? Et à partir de là, on va faire des liens avec les interventions à faire pour promouvoir la vie du sol et les interventions à proscrire pour éviter de nuire à la vie du sol. Donc, à partir de là, quand on comprend pourquoi on fait les choses, on devient plus autonome, premièrement, vis-à-vis quelqu'un ou une industrie qui nous propose une solution magique pour faire pousser nos légumes. Donc, on devient plus autonome et capable de jugement pour dire, ah, ça c'est bon pour mon sol, ça sera pas nécessairement bon pour mon sol. Donc, la présentation, donc je vais débuter en me présentant pourquoi j'en suis venue à avoir créé la ferme Terrava, créé des formations. Ensuite, je vais faire une parenthèse sur la permaculture. Je voulais m'assurer que chacun d'entre vous connaissez c'est quoi en fait la permaculture parce que la formation s'inscrit dans cette grande maison-là qu'est la permaculture. Ensuite, je vais brièvement aborder, nous, on va lancer une formation complète sur comment construire son jardin résilient de A à Z. Il va avoir une partie théorique en ligne, en direct, et une partie pratique qui va se dérouler en fait sur le jardin de Terrava. Maintenant, ensuite, je vais présenter les 4 piliers du sol vivant, aborder des notions sur le sol vivant. Je vais parler les bases du pays et comment créer un guide de plantes qui nourrit la vie du sol. Quand je parle de guide, c'est un mot, c'est un anglicisme, là, je parle d'association de plantes, de séquence de plantes. Donc, c'est des mots qui peuvent être utilisés pour dire la même chose. Et je vais terminer en parlant des interventions. Quoi faire, quoi ne pas faire, quand intervenir et quand laisser la nature faire. Donc, je me présente, je m'appelle Marie-Pierre Brousseau, j'ai 32 ans, j'ai été infirmière durant 7 ans. Pourquoi? Parce que j'ai été animée par la santé et je le suis toujours d'ailleurs. À un certain moment, durant mon travail, ma carrière, j'avais l'impression que j'étais plus vraiment alignée avec ce que je portais à l'intérieur de moi. J'avais l'impression de travailler davantage sur la maladie que sur la santé. Puis quand j'ai poursuivi mes études à l'université, j'ai eu un déclic environnemental. En fait, j'en ai eu plusieurs, mais j'en ai un en particulier. Mon inspiration, Véronique Lalande. Pour ceux qui la connaissent pas, Véronique Lalande, c'est une citoyenne de Limoilou. Et puis en 2012, elle et son conjoint ont remarqué un épisode de poussière rouge sur le rebord de leur fenêtre qui était anormal. En fait, ils voyaient de la poussière rouge, ils époussettaient. Le lendemain, même chose, ils époussettaient encore de la poussière rouge. Et là, ils ont décidé de mener leur propre enquête, de prendre des échantillons durant différents moments, de les amener dans un laboratoire. Et résultat, la poussière rouge dépasse. C'était en fait des métaux lourds et ça dépassait 5 fois la limite permise dans l'air. Et là, ce qu'ils ont décidé de faire, ils ont mené une enquête, donc je vais la synthétiser brièvement. Véronique Lalande a contacté le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement lui a dit, écoutez, Madame Lalande, c'est pas compliqué, c'est le Vieux-Port de Québec avec l'arrimage des métaux lourds. Lorsqu'il y a un vent qui est dominant au niveau du nord, ça ramène la poussière rouge, les métaux lourds dans l'air, dans Limoilou, Vanier et ses environs. Et là, elle va contacter des professionnels de la santé à Saint-François-d'Assise, un hôpital qui est situé dans ces environs-là. Et là, les professionnels leur disent, écoutez, madame, c'est connu, lorsqu'il y a un vent dominant du nord-est, il y a une augmentation des consultations à l'urgence en lien avec des problèmes respiratoires, asthme, allergies et les personnes plus vulnérables, les personnes âgées et les personnes plus jeunes. Et malgré qu'on sait au niveau de la santé qu'une hausse,
un taux important comme ça de métaux lourds, ça a un lien direct avec les cancers des poumons, avec une augmentation des cas d'asthme, d'allergie. La réponse du gouvernement, ça a été d'assouplir les normes et donc d'augmenter la limite permise des métaux lourds. Et puis moi, ça le résonnait à l'intérieur de moi, c'est que pour prendre soin de sa santé, finalement, pour aller en amont, on doit prendre soin de son environnement. Et actuellement, on a beaucoup de problèmes de santé qui sont directement liés avec la pollution qu'on crée en tant qu'être humain. Et puis, c'est sans compter les maladies inflammatoires de l'intestin où il y a 50% il y a eu 50% d'augmentation de maladies inflammatoires de l'intestin chez les enfants dans les années 2000. Les enfants, pas les personnes âgées, les enfants. Donc, on peut faire un lien avec ce qu'on mange, les produits transformés, avec la méthode d'agriculture, les herbicides qui sont mis dans les champs. Donc, je me suis dit sur quoi j'ai du pouvoir d'agir et moi, je jardine. J'ai fait mon premier jardin à l'âge de 7 ans et puis j'étais grande. J'ai toujours été une grande passionnée de la nature et je me suis dit, OK, je vais créer une manière de jardiner qui va être alignée avec la nature, qui va s'inspirer des écosystèmes qu'on retrouve déjà dans la nature, qui sont résilients, qui sont durables, qui sont sains. Et puis, j'ai décidé de me lancer dans la formation de ce type de jardinage. Donc, mon parcours de formation, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai fait un DEC en soins infirmiers, j'ai poursuivi à l'université, j'ai fait un certificat en sciences de la santé. Je me suis dit que pour faire un jardin qui s'inspire des écosystèmes qu'on retrouve dans la nature, j'ai commencé à étudier la tourbière, à étudier les marais, étudier les milieux humides, et j'ai poursuivi un peu plus loin, j'ai fait un cours à l'Université Laval en fondement de la conservation de l'environnement. J'ai aussi fait une formation en permaculture qui m'a permis d'améliorer mes capacités de design, comment faire un jardin le mieux placé possible et de respecter le lieu. Et une fois que je me sentais à l'aise dans ma manière de jardiner, que ça fonctionnait, j'ai décidé de créer notre propre ferme maraîchère qui s'appelle Terrava en permaculture depuis l'été 2025. Je me suis dit, pour montrer que ça fonctionne, je vais prêcher par l'exemple. Et on a aussi comme mission de nourrir notre communauté. Donc, on participe à on se déplace à des terrains de camping pour vendre nos légumes. Et c'est à peu près 2-3 minutes de voiture. Donc, c'est très, très proche. Qu'est-ce que la permaculture? Maintenant, la permaculture, c'est une grande, grande, grande maison. C'est très large, OK? Tout d'abord, c'est une philosophie, c'est un paradigme de conception qui s'inspire du fonctionnement des écosystèmes qu'on retrouve dans la nature pour créer des milieux qui sont durables, qui sont résilients et qui sont fertiles. Donc, la permaculture, en fait, c'est la science du design écologique qui est appliquée et qui a pour objectif de combler les besoins de l'humain, de prendre soin de l'humain, tout en prenant soin de la terre, donc en améliorant le bien-être écologique. Au début, la permaculture, elle s'est appliquée particulièrement au domaine de l'agriculture et puis elle s'est élargie à toutes sortes de domaines, tels que la forêt nourricière, mais aussi celle des communautés, de l'entrepreneuriat, par exemple, créer des entreprises qui sont durables, résilientes, qui prennent soin de prendre soin de l'humain, de veiller à ce que l'humain s'épanouisse dans l'entreprise. Ça s'applique aussi à l'habitation, ça peut s'appliquer à toutes sortes de domaines. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, étant donné que les formations, souvent, qui se donnent en permaculture sont très globales et élargies, on a décidé de vraiment spécialiser la permaculture au niveau du potager familial. Pourquoi construire un jardin résilient? En fait, on a décidé d'appeler ça un jardin résilient pour plusieurs raisons. Mais tout d'abord, c'est un jardin qui se construit qu'une seule fois. C'est un jardin qui est permanent. Donc, le gros du travail, c'est l'aménagement, la réflexion derrière la construction du jardin, comment qu'on va disposer notre jardin. Et l'autre étape qui demande beaucoup, c'est de construire le jardin. Par exemple, une fois qu'il est construit, c'est fait, c'est construit. C'est un jardin qui est autosuffisant, donc qui n'a pas besoin de fertilisants, de fumier, de compost. Ça a l'air magique dit comme ça, mais le sol est capable d'autofertilité. C'est un jardin où la réduction en fait, là, c'est 95% de moins de désherbage. Nous, on a 252 mètres de longueur de butte et si on a désherbé durant 2 heures
manuellement, c'est beau, OK? C'est un jardin aussi qui a besoin très peu d'eau, donc qui est très résilient à l'eau. Nous, on a seulement arrosé une fois lors de la plantation à l'été 2025 et on sait qu'il y a eu des sécheresses très importantes, là, parfois 3 semaines et plus. Malgré tout, on a eu une bonne production. C'est un jardin qui demande moins d'intervention à long terme, OK? On a beaucoup de choses qu'on fait pas. On prône beaucoup, le non-agir. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, ça a été inspiré d'une personne en particulier. Donc, on a plus de temps pour profiter du jardin qu'on a créé. C'est pourquoi que dans ce type de jardin-là, on va vraiment se réserver un endroit pour se reposer ou pour manger. Pourquoi? Parce que c'est un jardin qui est très vivant. C'est un jardin qui est très oui, qui va nous nourrir, mais qui nous nourrit aussi après le travail. C'est un endroit où on peut se ressourcer. D'ailleurs, on va faire des visites gratuites là, durant l'été. Maintenant aussi, c'est un jardin qui produit beaucoup, donc sur une plus petite superficie, parfois jusqu'à 15 fois plus de récoltes sur une plus petite superficie, donc c'est idéal pour les petits terrains aussi notamment. C'est aussi une approche qui transforme la vision du jardin. Beaucoup de manières de jardiner actuellement, les méthodes conventionnelles qu'on va appeler, vont beaucoup lutter. C'est beaucoup une approche de lutte, donc on va tuer tel insecte, on va prendre un antifongique qui est bio, il n'y a pas de problème, on va tuer tel champignon. Euh, Dans cette méthode de jardinage-là, on va pas tuer, on va plutôt intégrer, ajouter. Euh, Au lieu de tuer des insectes, par exemple, on va favoriser l'intégration de niches écologiques pour, pour favoriser l'équilibre du jardin. Et résultat, ça fait que d'année en année, on a de moins en moins besoin d'intervenir. Le jardin est autonome et donc résilient vis-à-vis l'adversité de la nature. Donc, voilà. Donc, je vous présente les 4 piliers du sol vivant. Donc, c'est 4 acteurs clés importants qui ont permis de construire la formation, l'ensemble de la formation, en fait, dont je me suis inspirée. Donc, on a en premier Masanobu Fukuoka, qui est un agriculteur japonais. Donc, lui, il a popularisé l'agriculture du non-agir. Et puis, on a d'ailleurs, si vous voulez vous procurer son livre, donc c'est l'auteur de La Révolution d'un grain de paille. Ça se retrouve en librairie, super intéressant. Euh, c'est d'abord un scientifique, Masanobu Fukuoka, et puis finalement, il a délaissé son travail pour aller faire de une agriculture qui est plus proche de la terre, donc il prône vraiment l'importance d'observer comment la nature fonctionne et de répéter ces enseignements-là au jardin. Et lui, il s'est dit, OK, je vais essayer d'arrêter de faire cette intervention-là. Je vais arrêter de faire cette intervention-là. Et c'est pourquoi, de plus en plus, finalement, il y avait de moins en moins d'interventions à faire. Et donc, il a popularisé l'idée de l'agriculture du non-agir. Super intéressant. Et puis, Emilia Azelip, c'est une agronome française qui s'est particulièrement inspirée de Fukuoka. Elle a élargi ce concept et elle l'a adapté au niveau du climat européen et puis en Amérique du Nord. Et elle a popularisé l'idée de l'agriculture synergétique. Elle parle entre autres de buts permanentes qui sont capables d'autofertilité. Elle dit que le sol est capable d'autofertilité, que si on favorise la vie des micro-organismes, qu'on met un paillis, qu'on associe nos plantes, notre sol peut devenir autofertile. Ensuite, on a Lynn Margulis, qui est une biologiste américaine qui prouve entre autres que les bactéries, en fait, ne compétitionnent pas nécessairement, mais vont plutôt collaborer. Donc, c'est littéralement une communauté. Donc, elle parle de l'importance aussi des bactéries dans le sol, particulièrement. Et je termine avec ma scientifique préférée, Suzanne Simard. C'est la scientifique des arbres qui communique. Elle prouve littéralement, scientifiquement, que les arbres sont capables de communiquer. Et cette communication-là se fait via le réseau mycorhizien. Okay? Le réseau mycorhizien, c'est un réseau de champignons qui se trouve dans le sol, qui connecte les arbres les uns avec les autres. Elle va appeler ça le Wide Wood Web, qui est le réseau Internet de la forêt, OK? Et via ce réseau-là, les arbres vont s'échanger, par exemple, des nutriments. Si un arbre a besoin de carbone, l'arbre va envoyer un carbone à celui qui en a besoin. Ils vont s'envoyer des messagers chimiques.
s'il y a des dangers imminents, des ennemis, peu importe. Les arbres sont même capables, certains, de reconnaître leur propre progéniture et de les favoriser via la production de nutriments. Donc, on les favoriser en leur envoyant des nutriments, par exemple. Et donc, dans la formation complète, on va vraiment parler aussi comment recréer au jardin ce réseau-là de Suzanne Simard qu'elle appelle le Wide Wood Web pour que nos plantes puissent collaborer au lieu de compétitionner les unes avec les autres. Donc, ça va être quelque chose qui va s'intégrer aussi dans la formation complète. On rentre maintenant dans la matière, donc notion sur le sol vivant. Donc, je débute en vous posant une question. Selon vous, OK, quel paysage devrait-on imiter pour créer un sol vivant et productif dans nos jardins? Donc, on a un champ de céréales, on a le désert, la prairie et la forêt. Donc ici, là, si je peux donner des indices, on a très peu de biodiversité. OK? On a quelques plantes, le sol est à nu, c'est du sable. Ici, on a une monoculture, on produit des céréales. Donc ici, on a souvent une prairie, il y a de la biodiversité. OK? C'est planté très rapproché, on a notre forêt. Donc la réponse, il y en a deux. OK? Donc, on a la prairie et la forêt. OK? La prairie, comme la forêt, il n'y a pas d'êtres humains qui vont aller ajouter du compost, qui vont ajouter du fumier, qui vont aller ajouter quoi que ce soit. Il n'y a pas d'intervention humaine. Mais malgré tout, la prairie peut produire jusqu'à 20 cm de matière organique par 100 ans. Okay? C'est quand même énorme. Là. OK? Et c'est le sol idéal pour cultiver nos légumes. La forêt, quant à elle, elle peut produire jusqu'à 1 cm de matière organique par 100 ans. C'est un peu moins. Mais par contre, elle est plus résiliente face à la maladie. Et donc, ce qu'on veut dans notre jardin, en fait, c'est qu'on veut s'inspirer de la forêt pour avoir sa résilience dans le jardin et on veut s'inspirer de la prairie pour avoir son sol dans le jardin. OK? Donc, dans la formation complète, on va parler plus particulièrement, c'est quoi qu'on veut de la prairie? Comment qu'on fait pour avoir son sol? Comment qu'on fait pour avoir la résilience de la forêt? On en a parlé tout à l'heure, là, donc vous avez peut-être une idée ce dont je vais parler, mais voilà. Donc, pour le réseau de base de la vie du sol, dans la grande formation, je parle des bactéries, champignons, autres micro-organismes, la microfaune, la macrofaune. Aujourd'hui, je vous parle des bactéries qui sont super importantes pour la fertilité du sol. Et je vais parler d'une espèce qui est quand même assez connue de la macrofaune, mais je vais démystifier mythes et réalités au niveau de cette espèce en particulier. Donc, les bactéries, OK? Les bactéries, on vit dans une société où c'est un peu diabolisé, les bactéries. On arrive à un endroit, on se met du Purell ses mains. Le Purell, c'est un bactéricide. Le bactéricide, c'est un produit qui va tuer des bactéries. Souvent, ces produits-là vont détruire les mauvaises bactéries, mais ils vont détruire les bonnes, OK? Je vous donne un exemple. On prend un antibiotique. Souvent, ça va tuer les mauvaises bactéries, mais ça va détruire les bonnes aussi, ce qui va faire en sorte que ça va déséquilibrer notre microbiote. On va se retrouver avec des symptômes au niveau intestinaux qui sont incommodants. Donc, aujourd'hui, je vous parle de l'importance des bactéries pour leur donner une meilleure crédibilité puis une meilleure image parce qu'elles sont très importantes dans le sol, tout comme dans notre corps. Donc, tout d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a deux types de bactéries. On a les bactéries qui sont aérobiques. Bactéries aérobiques, c'est des bactéries qui ont besoin d'oxygène pour vivre. Et donc, on va les retrouver dans des couches supérieures du sol où il y a plus d'oxygène, par exemple. Deuxième catégorie, on a les bactéries anaérobiques qui, contrairement aux bactéries aérobiques, ont besoin d'un milieu sans oxygène, donc dépourvu d'oxygène. Et donc, on va les retrouver dans des sols qui sont plus compactés ou dans des strates inférieures du sol où il n'y a pas d'oxygène. Ce qui m'amène à vous parler d'éviter certaines interventions et donc le travail du sol, OK, super important. Ça détruit nos bactéries et d'autres vies du sol, OK, entre autres éviter le rotoculteur, la bêche. Pourquoi en fait? Ce qu'on fait, c'est quand on travaille le sol, on prend les bactéries
qui ont besoin d'oxygène, on les ramène en bas, et celles qui ont besoin de milieu sans oxygène, on les ramène en haut. Résultat, on se retrouve avec des bactéries qui sont pas dans le bon milieu pour vivre et donc qui meurent. Et on perd toute leur efficacité au niveau de la fertilité du sol. Donc, elles vont avoir un rôle super important dans la fertilité du sol. Deuxième chose qu'on doit éviter comme intervention, c'est la compaction du sol. Souvent, on va marcher dans notre jardin pour cueillir nos légumes. Bon, le problème de ça, même si c'est juste notre corps et qu'on marche avec nos pieds, on comprime le sol, OK, avec notre poids. Et donc, les poches d'air qu'il y a dans le sol vont littéralement se comprimer, ce qui va faire que l'oxygène ne sera plus là. Résultat, nos bactéries aérobiques meurent. Je vous propose une autre solution tout à l'heure pour contrer la compaction du sol. Maintenant, au niveau du rôle des bactéries du sol. Donc, elles vont avoir un rôle au niveau de la décomposition de la matière organique. Tout ce qui est feuilles, racines, résidiculture, elles vont décomposer ça pour faire de l'humus. Deuxième rôle, OK, on pense souvent que c'est les plantes se nourrissent via les racines. Oui, mais en fait, c'est plus les bactéries qui nourrissent les plantes, OK? En fait, il y a certaines formes d'éléments qui vont se retrouver dans le sol bloqué au niveau des racines. Par exemple, on peut parler du phosphore, qui est souvent bloqué dans le sol, que les plantes sont pas capables de prendre le phosphore dans le sol. Les bactéries, elles, vont rendre le phosphore assimilable par les racines des plantes. Okay? Je peux vous donner un autre exemple de ça, les plantes qu'on appelle fixatrices d'azote. Okay? Ceux qui connaissent pas c'est quoi, les plantes fixatrices d'azote, c'est un groupe de plantes qu'on dit qui vont prendre l'azote dans l'air et la rendre disponible dans le sol. Mais en fait, on se trompe, OK? C'est pas la plante qui va prendre l'azote dans l'air, c'est les bactéries, OK? Je fais une parenthèse, les plantes fixatrices d'azote, c'est les fèves, tout ce qui fait partie de la famille des légumineuses, les haricots, les gourganes. On a aussi d'autres arbustes, par exemple, l'aulne crispée, l'argousier, qui sont des plantes qu'on met dans la catégorie fixatrice d'azote. Mais en fait, ces plantes-là vont attirer des bactéries rhizobium, OK, qui sont des bactéries symbiotiques qui vont se fixer au niveau des racines de cette famille de plantes-là. Et c'est ces bactéries-là qui vont prendre l'azote dans l'air, la transformer en ammoniac qui va être un peu toxique, et puis la transformer par la suite en ammonium, une forme qui va pouvoir être assimilée par les plantes. Ce qui est important aussi de faire comme lien, c'est que les plantes fixatrices d'azote, ce qui peut être intéressant, je vous dis ça comme ça, on peut prendre les résidus de culture et les laisser sur nos buttes, dans notre jardin. Pourquoi? Étant donné qu'elles ont assimilé de l'azote, ça va permettre de retourner, de mettre l'azote et de la retourner au sol. Autre rôle, troisième rôle, elles protègent aussi les racines contre les pathogènes. Donc, elles vont permettre aux plantes d'être plus résilientes face à la maladie. OK. Maintenant, tout comme le corps, les plantes ont besoin de bactéries pour se nourrir, l'intestin aussi chez l'être humain, nos bactéries nous servent à se nourrir. Elles permettent à certaines formes, par exemple, de nutriments, de les rendre assimilables, comme des bactéries lactiques qui vont nous permettre d'absorber certaines vitamines B, certaines vitamines K aussi. Donc, super important. Entre autres, on a les bactéries lactiques qui vont permettre de digérer le lactose. Ça explique, entre autres, pourquoi les personnes qui sont intolérantes au lactose vont être capables de boire du lait fermenté comme le yogourt, comme le kéfir. Donc, ces bactéries, ils vont pouvoir boire ça sans avoir de symptômes. Donc, voilà. Maintenant, les bactéries aussi vont permettre, quatrième rôle, de créer la structure du sol. Donc, tout ce qui est agrégats, canaux d'air, qui vont permettre aussi d'amener l'eau dans les canaux d'air et toutes sortes de nutriments. Ils permettent aussi de réguler le cycle du carbone. Maintenant, une solution à apporter pour éviter de compacter le sol de notre jardin lorsqu'on marche dans notre jardin, les buttes, OK? Dans la grande formation, on voit la partie pratique, comment créer des buttes permanentes, OK?
Et comment aussi, dans la partie théorique, créer des allées entre nos buts qui va permettre aussi de pas compacter le sol entre les buts, parce que ce qu'on veut, c'est des buts qui communiquent les unes avec les autres, OK? Donc, on va parler d'une manière de faire nos allées qui évite la compaction du sol. On est maintenant rendu à la macrofaune. Je vais vous parler des vers de terre qui sont très connus, qui est un symbole de fertilité. Mais souvent, j'ai entendu des jardiniers dire, je vais mettre des vers de terre dans mon jardin parce que c'est bon pour le jardin. En fait, c'est une intervention qui est bienveillante, mais qui est inutile, en fait. Pourquoi? Parce que la population de vers de terre ne dépendra pas du fait de combien j'en amène de vers de terre. Elle va dépendre de 3 facteurs, OK? Le premier, est-ce que mon jardin, c'est un habitat propice pour le ver de terre? Le deuxième, est-ce que mon jardin offre de la nourriture pour le ver de terre? Et le troisième, la prédation qui s'applique plus ou moins dans la situation. Donc, on ne peut pas vraiment limiter la prédation. Oui, on peut la limiter d'une certaine manière, mais la prédation, en fait, c'est le prédateur. Par exemple, il va y avoir des oiseaux qui vont manger des vers de terre. Mais la prédation, ça peut être une super de belle solution. Par exemple, on a un insecte qui mange nos récoltes. Souvent, pourquoi il est là? Il a un habitat qui est propice, il y a sa nourriture qui est présente, mais souvent, la prédation n'est pas là. Son prédateur n'est pas là. Donc, dans la méthode de jardinage qu'on fait, c'est vraiment de faire en sorte que on favorise l'arrivée du prédateur et donc on n'ait plus à gérer des insectes qu'on appelle nuisibles, qui sont finalement pas si nuisibles que ça. Donc, conclusion de cette capsule-là au niveau du ver de terre, je vais vous en parler encore après la prochaine diapositive, c'est que pour promouvoir et favoriser une grande population de vers de terre, on doit prendre connaissance des besoins du ver de terre. C'est quoi qu'il aime comme habitat et c'est quoi qu'il mange le ver de terre. OK? Donc, le ver de terre, OK, son besoin au niveau de son habitat, il aime un sol qui est humide, un sol pas trop chaud et à l'abri contre la lumière directe et le dessèchement. C'est rare que vous allez voir un ver de terre qui va être sur l'asphalte à 30 degrés. Souvent, s'il sort sur l'asphalte, c'est parce qu'il y a eu des grosses pluies et là, il est en train de se noyer dans l'eau, il sort de la terre, il va dans un lieu où il y a moins d'eau pour survivre, OK? Euh, Au niveau de la nourriture, donc, le ver de terre, c'est pas de la terre qu'il mange, là. Il va manger de la matière organique en décomposition. Il va manger des feuilles mortes, des résidus de culture, de végétaux et toute la microfaune qui vit dedans. Euh, donc, quand vous ajoutez finalement des vers de terre, OK, soit qu'ils vont s'en aller parce qu'il n'y a pas assez de nourriture, ou ils vont mourir parce que le milieu n'est pas propice. Donc, ça change pas nécessairement grand-chose. Les interventions qu'on va faire vont viser donc à favoriser ce que je viens de vous dire, donc créer un milieu humide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un milieu humide? On va rajouter de la feuille, OK? Un paillis de feuilles mortes. Ça va créer non seulement de l'humidité, mais ça va aussi permettre que le sol reste à une température qui est pas trop chaude l'été, qui va permettre de survivre aux vers de terre. Et ça va aussi servir de nourriture pour le ver de terre tout au long de la saison, OK? Mais ça va aussi servir de nourriture pour les champignons, les micro-organismes, les insectes auxiliaires. Donc, super important. Donc, c'est une intervention toute simple de mettre un paillis de feuilles mortes, mais qui va vraiment nourrir une foule de biodiversité au niveau du sol, OK? Maintenant, au niveau du sol, là, c'est intéressant parce que tantôt, j'ai parlé qu'on évitait de labourer, qu'on évitait tout travail du sol. En fait, c'est nos vers de terre qui vont le faire, OK? Dans un sol en santé, OK, les vers de terre peuvent fabriquer jusqu'à 5000 kilomètres de galeries par hectare dans des systèmes riches de vers de terre, OK? Ça va faire tout le travail du labour, mais en fait, de manière à sans détruire la vie du sol ou détruire, par exemple, de tuer nos bactéries. Donc, ça va le faire de manière euh, plus euh, euh, plus respectueuse du sol. Donc, ces canaux-là que les vers de terre vont faire vont permettre de faire passer l'eau, de faire entrer l'air, donc d'aérer notre sol et donc de favoriser par le fait même nos bactéries qui sont aérobiques, qui ont besoin d'oxygène pour vivre. OK?
Donc, c'est vraiment eux qui vont s'occuper du labour, nos vers de terre, si on favorise leur population. OK? Et quand j'ai dit tantôt de mettre un paillis de feuilles mortes, donc leur déjection, OK, les vers de terre, une fois qu'ils vont manger les feuilles mortes, OK, ils vont faire des déjections. Et leur déjection, c'est le meilleur engrais naturel, OK, au monde. Ça s'appelle le turicule. OK, souvent on en voit, là, c'est comme une petite montée de monticules, là. Donc, ça, c'est le meilleur engrais au monde. Donc, les vers de terre sont super importants, là. Ils vont stimuler tout l'écosystème, champignons, bactéries, voilà. Prochaine diapositive. J'ai appelé ça la recette, donc quoi faire, des interventions pour favoriser toute cette vie-là. Aujourd'hui, je vais vous parler du paillis, je vais vous parler du guide de plantes, je vais vous parler des racines et des interventions à faire et quoi ne pas faire. Dans la formation complète, c'est les écritures qui sont pas en gras. Je vais parler des allées, des buts en particulier, comment planifier les cultures sur une butte. Donc, c'est des sujets que je vais aborder dans la grande formation. OK, dans une forêt, OK, le sol, il est jamais à nu, hein. Si on observe puis on essaie de copier la forêt, est-ce que vous avez déjà vu une forêt où le sol est à nu? Il y a un ingénieur en foresterie qui me disait qu'il y avait une madame qui l'appelait pour lui dire « Ma forêt est malade, ma forêt est malade ». Puis c'était quelque chose de récurrent. Puis là, il allait dans sa forêt, mais il dit « Mais madame, vous ramassez toutes les feuilles. » OK, les feuilles, c'est ce qui pousse doit retourner à la terre. Et les feuilles, c'est le paillis, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça favorise toute la microfaune, les champignons, les vers de terre. Donc, ça recrée de la fertilité, ça recrée de l'humus pour nourrir, encore une fois, toute la vie qui est là. OK? Donc, ce qui m'amène à vous parler du paillis de feuilles mortes qu'on met sur nos buts, mais avec quelques précisions. OK? Donc, ce qu'on n'utilise jamais, on n'utilise jamais les conifères, OK? Pourquoi? Parce que c'est acide, c'est antifongique. Donc, antifongique, c'est que ça va détruire les champignons, en fait. Ça tue les champignons, un antifongique. Et nous, on veut des champignons, OK? Donc, et ça se décompose très lentement. Ensuite, le cèdre. Le cèdre, je vois des fois des gens qui mettent du paillis de cèdre. C'est un insecticide naturel, le cèdre. Et nous, on veut de la vie. On veut pas tuer nos insectes, OK? Et on veut pas imiter non plus la forêt de conifères. On veut imiter la forêt de feuillus. La forêt de conifères, là, si vous prenez le temps de la regarder, il n'y a pas vraiment de vers de terre beaucoup qui poussent, là. C'est beaucoup... c'est un sol qui est vraiment plus acide. C'est pas le sol qu'on veut avoir dans notre jardin. Ensuite, feuilles à proscrire les feuilles de chêne. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'elles sont beaucoup trop lentes à se décomposer. OK? Maintenant, il y avait plusieurs jardiniers qui me demandaient les feuilles de noyer noir, est-ce que c'est correct? OK? Oui, vous pouvez les utiliser, mais avec prudence. OK? Pourquoi? Parce qu'en fait, le noyer noir sécrète de la juglone. OK? Habituellement, on n'en met pas proche du jardin. Pourquoi? Parce que la juglone, c'est une substance toxique qui inhibe la croissance de plusieurs plantes. Donc, et même, ça va inhiber des fois, parfois, la croissance de ses propres jetons. OK? Donc, les feuilles vont en contenir de la juglone, mais très peu. Donc, vous pouvez en mettre dans votre paillis de feuilles mortes, mais les mélanger avec d'autres feuilles. Et juste à éviter toute la famille des plantes, des tomates, patates, poivrons, aubergines. Ils sont particulièrement sensibles au niveau de la juglone. Ou sinon, vous pouvez vous simplifier la vie et ne pas mettre de feuilles de noyer noir. Les bonnes feuilles que vous pouvez mettre, OK? En fait, plus vous allez mettre la diversité au niveau de vos feuilles, mieux ça va être, OK? Vous pouvez mettre de l'érable, du bouleau, du tilleul, des feuilles de pommier, d'orme, de peuplier, de noisetier. Donc, visez vraiment la diversité, OK? Plus il va y avoir de diversité, mieux ça va être pour votre sol. Maintenant, au niveau de l'épaisseur, OK? C'est environ 5 à 10 cm en saison. Quand je dis en saison, c'est durant le printemps, durant l'été. OK? 5, c'est un minimum. Mettez pas moins. OK? C'est un minimum. Donc, souvent, les tâches, ce que je fais, moi, j'en mets au printemps, à la mi-été et à l'automne, et des fois au besoin. OK? Plus ça avance dans le temps, moins j'ai besoin de mettre du paillis. Je vous explique pourquoi tout à l'heure. OK? Dans les prochaines diapositives.
Maintenant, on imite la nature, je vous ai dit tout à l'heure, on imite notre forêt, OK? Dans la forêt, qu'est-ce qui se passe à l'automne? Les feuilles tombent. Il y a plus de feuilles. Donc, on essaye d'en mettre plus. La dernière tâche de feuilles qu'on met dans le jardin, on en met plus, OK? On va mettre un 10 à 15 centimètres. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'isoler du gel, ça va stabiliser la température et donc ça va éviter d'avoir des cycles de gel, dégel, gel, dégel qui est plus ou moins favorable pour la vie du sol. Donc, ça va tout protéger nos racines et donc ça permet à la vie du sol de survivre, OK? Ça va aussi compenser la compression faite par la neige et donc, quand vous allez arriver au printemps, souvent, vous allez avoir 5 à 7 centimètres d'épaisseur de feuilles, ce qui est parfait pour repartir la saison. Donc, c'est important, quand je vous dis 5 à 10 centimètres, de ne pas en laisser en bas ni en haut. OK? Pourquoi? Parce que si vous commencez à en mettre moins, la vie va mourir du sol. OK? Vous devez nourrir vos vers de terre, vos bactéries, vous devez nourrir la vie du sol et c'est comme ça qu'on nourrit la vie du sol. OK? Si vous en mettez trop, l'air passe plus, la vie étouffe. OK? Nos bactéries aérobiques, on l'a dit tout à l'heure, elles ont besoin d'oxygène. Donc, faut pas y en mettre trop. OK? Et donc, ça crée un risque d'asphyxie, ça crée de l'humidité excessive quand on en a trop. Et là, il va y avoir plein de limaces. Et le sol, étant donné que ça crée une barrière, le sol, au printemps, va être plus froid. OK? Ça va prendre plus de temps à dégeler. OK? Maintenant, je vois souvent des gens qui mettent de la paille. C'est mieux mettre de la paille, de couvrir notre sol que pas du tout. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, la paille, on évite d'en mettre dans ce type de jardin-là. Pourquoi? Parce que c'est très carboné, c'est pauvre, il n'y a pas grand-chose là-dedans et c'est lent à se décomposer. L'intérêt de la paille, c'est que ça va couvrir notre sol, ça va éviter qu'il se dessèche, ça va le garder plus humide. Et donc, oui, ça va aider à la microfaune à l'intérieur. Par contre, le foin, il peut voler de l'azote, étant donné qu'il est très carboné. Ça va nourrir très peu les champignons. Et si on regarde la forêt, avez-vous déjà vu un sol couvert de paille? Non. OK, c'est plutôt dans les champs de céréales ou les champs de foin qu'on va voir de la paille, mais pas dans une forêt. C'est ce paysage-là qu'on veut imiter dans notre jardin, la forêt pour avoir sa résilience. Maintenant, j'ai mis quelques solutions alternatives parce que nous, c'est très important en permaculture de prendre le temps d'évaluer notre lieu. Et puis, il y a toujours des enjeux, peu importe le lieu où ce qu'on est. Et à Saint-Michel-de-Bellechasse, on est situé proche du fleuve, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de vent, OK? Là, on vient de planter nos haies brise-vent, ça va prendre un certain temps. Mais quand il y a plus de feuilles, particulièrement au printemps et à l'automne, ça devient un enjeu. OK? Donc, le paillis s'envole. Je vous ai apporté plusieurs solutions. Il y a le filet que j'ai essayé, que je trouve que c'est pas vraiment le fun, honnêtement. Là. Mais par exemple, ça l'a servi pour la première année, étant donné que mes brise-vent n'étaient pas là. Donc, mais c'est tannant. On va mettre des feuilles en dessous, là, on doit déchirer pour mettre les plantes. Là, finalement, les feuilles partent un peu au vent. C'est pas l'idéal. Je les ai achetées au Dollarama. OK? Mettre un peu de foin. Ça m'est arrivé là à l'automne. Je me suis dit, OK, je vais mettre un peu de foin par-dessus mes feuilles. C'est moins idéal. Mais là, c'était pour pas que ça parte au vent. Sinon, il y a déchiqueter les feuilles. Si on fait ça, là, ça va se digérer plus vite, OK? Plus sont petits, plus ça se transforme rapidement en terre. Donc, ça, c'est intéressant. C'est une intervention que je fais aussi. Et mettre du BRF par-dessus, si vous en avez du bois réméal fragmenté, ça peut faire en sorte que votre paille feuille morte s'envole pas ou s'envole un peu moins. On est maintenant rendu au guide de plantes, OK? On peut dire guide, une guilde, une séquence, une association de plantes. Je vous dis ça comme ça parce que je me suis fait poser la question. Donc, c'est tous des termes, des synonymes qui veulent dire la même chose, qui sont utilisés en permaculture. Aujourd'hui, je vous parle des 5 clés pour faire une guilde ou une guilde de plantes qui va permettre de nourrir la vie du sol et donc qui va faire en sorte qu'on n'aura pas besoin, entre autres, d'aller chercher des fertilisants. OK? Pour faire écho à ce que tantôt je vous ai dit au niveau de Émilie Azelip, euh, justement, elle disait que le sol était capable d'autofertilité et donc si on associait
les plantes de manière adéquate et qu'on utilise un bon paillis, on va pouvoir avoir accès à cette richesse-là du sol qui est capable d'autofertilité. OK? Dans la formation complète, je vous explique toutes les proportions de chacune des 5 clés. OK? Combien qu'on doit mettre de vivaces, en quelle proportion. On parle aussi de comment disposer chacune des plantes pour s'assurer que chacune des plantes ait leurs besoins. Par exemple, on respecte leurs besoins de chacune. OK? Donc, les vivaces, première clé, les vivaces, c'est pas une plante qu'on voit souvent dans des jardins. Souvent, on va planter des tomates, des carottes, des oignons. On va peut-être avoir des asperges, qui est aussi une vivace. Donc, c'est des plantes qui vont durer plusieurs années, plus de 2 ans. OK? Et donc, la pertinence d'avoir des vivaces, c'est des racines qui vont permettre de continuer à nourrir les micro-organismes dans le sol. Tandis que les annuelles, elles, les racines vont mourir. Donc, elles pourront plus continuer de nourrir la vie du sol. OK? Elles vont aussi permettre au réseau mycorhizien de demeurer actif. OK? Donc, super important pour la vie mycorhizienne aussi d'avoir des vivaces. On a les Aliacées, la famille des Aliacées qui comprend tout ce qui est asperges, oignons, ciboulettes, ail. En fait, les Aliacées vont dégager des composés sulfurés, soufrés qui vont faire en sorte que ça va prévenir contre tout ce qui est maladie fongique, bactérien. Okay? C'est pas magique. Il va y avoir d'autres actions qui vont être mises de l'avant pour éviter d'avoir des problèmes fongiques, mais ça va permettre, entre autres, d'augmenter la résilience du jardin face aux maladies fongiques, okay, particulièrement, sans nuire aux bons champignons, OK, dans notre jardin. Donc, très important à mettre. On a aussi les fabacées. Tantôt, on a parlé des plantes fixatrices d'azote. En fait, les bactéries qui fixent l'azote qui vont attirer les bactéries qui fixent l'azote. Donc, c'est tout ce que je le répète, c'est tout ce qui est lupin, fèves, haricots, gourgane, argousier, aulne crispée. Ce sont des plantes qui fixent l'azote. Les annuelles, ils vont continuer d'être importantes, OK? L'affaire qu'il faut faire, OK? C'est à l'automne, ça va être dur là, comme intervention, ce que je vais demander. Une intervention à ne pas faire le ménage à l'automne. On est vraiment tenté de faire le ménage. Là, vous voyez tout ce qu'il y a là dans le jardin ici, là. J'ai rien ramassé. J'ai tout laissé ça là. Même mon ail, là, mon ail est juste là-bas. J'ai juste pris mon ail, j'ai coupé à la feuille, j'ai laissé la feuille sur la butte. Là, ça fait peur. On se dit, mais de quoi ça va avoir l'air au printemps? Au printemps, c'est plus ou moins beau la première année. Je vous avouerai, là, c'est pas beau, mais là, on remet de la feuille. Et dans le temps de le dire, là, la vie du sol, elle va s'occuper de manger ce qu'il y a sur le dessus de nos buttes, OK? J'ai envie de faire un rappel. On s'inspire de la forêt et même on peut s'inspirer de la prairie. Est-ce qu'on va ramasser les résidus de culture dans ces espaces-là? Non. Alors, pourquoi on le ferait dans notre jardin? OK? On va s'inspirer des écosystèmes naturels. Si on prend tout ce que la terre, notre jardin produit, puis on reprend tout. Alors qu'est-ce qui va nourrir notre vie du sol, OK? Donc, super important de laisser tout en place. Plus ça va aller là, dans le temps, plus il va y avoir de la vie dans le sol, plus ça va être rapide pour que la vie du sol digère, mange vos résidus de culture. Dans le temps de le dire, là, moi, c'était la première année, là, c'était à fin juin, il n'y avait plus rien. Là. Peut-être début juillet, ouais. Il y avait plus rien, puis j'avais mis des feuilles, ça paraissait plus, je plantais à côté mes plantes, il n'y avait aucun problème, OK? 5e élément, la diversité des familles. Super important. Donc, on plante pas un plant de tomates l'un à côté de l'autre. On plante pas non plus un chou avec un kale. Pourquoi? Parce que c'est toutes les deux de la même famille, OK? On diversifie nos familles. Super important. Les racines, super important, OK? On pense souvent, hein, quand on fait notre jardin, on mettra pas un plant de tomates l'un à côté de l'autre, on va essayer le plus possible de les espacer pour pas compétitionner. C'est vrai, dans un jardin conventionnel, on fait ça. Dans un jardin résilient, par contre, c'est pas le cas. On a des plantes qui collaborent entre elles. Et même, on va dire, plus il y a de racines dans le sol, plus il y a de la vie dans le sol.
OK? On se rappelle tout à l'heure, là, c'est de la nourriture, les racines. OK? Les racines peuvent stimuler les autres. Ils vont avoir un rôle, toutes ces racines-là. On s'assure, quand on fait notre plan de culture, que tout notre but soit occupé par des racines. Et ça, c'est super, super important, OK? Parce que plus, je le répète, plus il y a de racines dans le sol, plus il y a de la vie dans le sol, plus on stimule et on nourrit la vie du sol. Il y a 3 types de racines, OK? Racines superficielles, moyennement profondes, racines profondes. Dans la formation, je vais vous offrir toutes les plantes avec c'est quoi qui a comme racines superficielles, c'est lesquelles qui ont des racines superficielles, moyennement profondes et racines profondes. Et j'approfondis au niveau de comment les combiner pour s'assurer que notre sol soit tout occupé par les racines sur notre but, OK? Donc, pour s'assurer qu'on ait le plus de racines possible. Donc, les racines superficielles, OK, elles ont entre 0 et 20 cm de profondeur. Elles vont toutes nourrir les micro-organismes de surface, OK, et elles vont exploiter les nutriments et l'humidité qui sont à la surface. Les racines moyennement profondes, elles vont capter l'eau et les minéraux. Elles vont créer des tunnels pour les racines profondes. C'est des racines qui ont entre 20 et 50 cm de profondeur. Troisième chose, les racines profondes. Donc, elles vont ramener les minéraux du sous-sol et les ramener vers la surface. OK? Super intéressant. Et elles vont, elles aussi, aérer le sol et favoriser la circulation de l'eau. Je fais une parenthèse. OK? Tout à l'heure, je vous ai dit que le jardin était résilient au niveau des sécheresses. L'une des raisons, il y en a plusieurs, mais l'une des raisons, c'est qu'on utilise des vivaces et des plantes qui ont des racines profondes. Et on imite un principe de la forêt. OK? La forêt est résiliente face aux sécheresses. Dans une forêt, on ne va pas arroser. Pourtant, les arbres ne s'assèchent pas nécessairement. Pourquoi? Parce qu'il y a des arbres qui sont plus matures, qui ont un système racinaire plus développé, qui vont aller chercher l'eau en profondeur, la ramener à la surface et la redistribuer aux autres arbres plus vulnérables. Et on appelle ça, ce processus-là, le processus de redistribution hydrique. Et donc, en mettant en place des plantes qui ont un système racinaire qui est plus développé, plus profond, moyennement profond, on s'assure d'augmenter la résilience face aux sécheresses, comme dans la forêt. Je termine avec les interventions à faire et quoi ne pas faire. Si vous remarquez, là, hein, il y a beaucoup de choses à ne pas faire que des choses à faire, OK? Nos 2 grosses interventions dans le jardin, là, c'est de mettre du paillis, de désherber. C'est sûr que là, il y a moins de désherbage à faire. J'ai dit 95%, mais on doit quand même en faire. Dans la manière qu'on fait le jardin résilient, les mauvaises herbes, ça prend du temps avant qu'ils viennent dans notre jardin. OK? C'est comme on fait en sorte que la mauvaise herbe, elle n'a pas le goût de s'implanter dans notre jardin. OK? Donc, c'est beaucoup ça, les interventions, ça, puis planter que j'ai pas mis et cueillir. Donc, et la construction de jardin. C'est vraiment le gros des interventions. Dans les choses à ne pas faire. Donc, ne pas faire... J'ai pris soin de faire des liens dans la formation pour que vous soyez capable de comprendre pourquoi vous ne faites pas les choses au lieu d'être tiraillé à je le fais-tu, je le fais-tu pas, de vraiment comprendre pourquoi vous le faites pas. Donc, ne pas faire le ménage à l'automne. C'est plate, hein? On a envie de faire mettre ça propre, mais ça fait partie de la nourriture pour notre sol vivant. On évite tout antifongique ou bactéricide, même biologique. Tantôt, je l'ai dit, même si on a un problème fongique, là, ça se peut qu'au début, notre jardin, il est plus jeune, OK? On attrape une maladie fongique. Ça m'est arrivé avec ma famille des courges, OK? J'ai eu une maladie fongique. OK. Mais je vais travailler avec mon jardin à favoriser des champignons sains. Et quand je favorise une vie de champignons sains, ça va compétitionner les champignons qui sont nocifs pour le jardin. Et donc, plus ça va aller dans le temps, moins je vais avoir de ces problèmes-là. Et j'aime mieux travailler en ce sens que d'utiliser un antifongique, même si c'est biologique, parce que ça va tuer aussi mes bons champignons qui sont nécessaires à la vie du sol. Même chose pour le bactéricide, OK? Ça va tuer mes bonnes bactéries aussi. Donc, voilà. Troisième chose à proscrire, les insecticides, même biologiques. Avec une manière comme ça de créer un sol vivant, c'est sûr que ça amène des insectes. Donc, la formation complète explique comment faire en sorte de recréer l'équilibre de notre forêt qui est résiliente. Hein? Quand on a une chenille,
dans une forêt, elle va rarement tout manger à la forêt. OK? C'est bien rare, là. C'est parce qu'il y a un déséquilibre si ça se produit. Dans notre jardin, on va imiter la résilience de la forêt à ce niveau-là. Quatrième chose à éviter, on évite les fertilisants, le compost, le fumier. On peut en utiliser un peu la première année. Pourquoi, en fait? C'est que nos plantes, ils deviennent un peu lâches. Hein? J'ai envie de faire un parallèle avec ceux qui allumaient les lampadaires. Au début, il y avait des gens qui allumaient les lampadaires. Il y avait un travail pour ça. Maintenant, les lumières sont automatisées. Il n'y a plus personne qui est là pour allumer les lumières, OK? Les personnes sont plus là. Et c'est la même chose pour la vie du sol, OK? Si on donne de l'énergie et de la nourriture toute faite à nos plantes, pourquoi nos plantes se donneraient le trouble d'aller chercher la nourriture qui a été faite, qui est fait par collaborer avec la vie du sol, OK? Donc, quand on fait ça, la vie du sol, elle est moins stimulée et elle a moins besoin d'être là. Sans compter que tous les fertilisants compost fumier, quand on en met un peu trop, on attire la maladie, OK? Donc, c'est de l'énergie toute faite. C'est comme quand on prend de l'énergie rapide, nous, les humains, on attire aussi la maladie. Donc, voilà, j'espère sincèrement que vous avez aimé la formation sur le sol vivant. N'hésitez pas à m'écrire via sur ma page Facebook, avoir vos feedbacks, ce que vous avez aimé ou même ce que vous avez moins aimé via Messenger, s'il vous plaît. Donc, ça va permettre, s'il y a des choses aussi que vous aimeriez aborder, ça me ferait plaisir. Pour ceux qui sont intéressés à la formation complète, je vais annoncer début janvier la formation qui va débuter le 31 mars. Donc, personne ne le sait actuellement, mais ça va débuter le 31 mars en ligne. Il y a une partie en présentiel à partir de juillet. Donc, je vous remercie. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes et je vous souhaite un bon début de planification de jardin parce que ça va se faire bientôt. On est déjà bientôt rendu là, fin février, pour penser à nos semis de piments, de poivrons. Donc, merci pour votre écoute et à bientôt.